Alors, le but du titre, bien sûr, ce n'est pas de laisser entendre qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'éducation actuellement. Au contraire, il y a énormément d'intelligence, qu'elle soit expérientielle, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit collective, notamment depuis l'apparition des réseaux. Mais c'est surtout de voir comment les nouvelles technologies et puis l'intelligence artificielle qui commence à se poindre peut améliorer l'éducation dans les années à venir. Quel est le potentiel de ces nouvelles technologies qu'on dit intelligentes? Alors, j'ai divisé la présentation en deux parties. Le temps est limité. Alors, dans un premier temps, on va, dans une perspective plus macro, voir comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour affecter et améliorer les lieux physiques. Et dans un deuxième temps, comment l'intelligence artificielle peut être mise au profit de l'apprentissage. Alors, on commence par l'intelligence artificielle et les lieux, et notamment par l'utilisation qu'on peut faire d'un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est le design génératif, où il s'agit de prendre l'ensemble des données et puis d'essayer de multiplier les possibilités au travers de plusieurs paramètres qu'on intègre dans les intrants de départ. Alors, il y a Sidewalk Labs de Google qui a beaucoup fait parler de lui et on peut s'en servir uniquement comme exemple pour voir à quel point on peut mieux situer une école dans son environnement, au regard de la luminosité des espaces verts, etc. Alors déjà là, il y a un premier usage qui peut être fait de l'intelligence artificielle sur le plan physique. Si on va au niveau des bâtiments, un autre exemple ici qui est celui d'une usine Airbus, où à partir de plusieurs paramètres et en jouant sur les paramètres, en jouant sur l'importance relative de chacun des paramètres, on peut voir qu'on peut rapidement générer plusieurs modèles de configuration des lieux. Alors, la même chose pourrait être faite avec une école. Alors, je vous en donne un exemple. Il y a Joel Simon qui s'est amusé à le faire, qui a pris une école traditionnelle et qui, avec le design génératif, a essayé de voir comment on pouvait reconfigurer l'architecture des lieux en fonction, dans ce cas-ci, en mettant l'emphase sur la circulation des lieux. Ce n'est qu'un des paramètres, mais c'est un exemple et on voit que tout a beaucoup changé dans l'agencement des lieux. Si on prend si on change l'importance du critère et qu'on passe de la circulation aux fenêtres, on met l'accent sur la fenestration, on s'aperçoit que là, on peut avoir un tout autre aménagement des lieux. Il y a un autre exemple ici, toujours en mettant l'accent sur la fenestration. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'il faut reproduire, mais on commence à voir qu'en multipliant les paramètres, on peut générer des modèles d'architecture qui sont très différents de ceux qu'on connaît actuellement et qui peuvent peut-être donner lieu à des modèles plus intéressants. Il y a, si on regarde les composantes, les éléments de l'intérieur d'une école, il y a une étude qui a été faite par Barrett en Angleterre et ses collaborateurs qui s'est intéressé à plusieurs composantes de l'environnement physique d'une école et qui a fait des études pour voir dans quelle mesure cela impactait les apprentissages. On a commencé par trouver des caractéristiques naturelles, des caractéristiques qui sont propres à l'individualisation, où on peut jouer sur les composantes, notamment la flexibilité. La flexibilité, ici, c'est comment un même espace peut être réaménagé pour répondre aux besoins soit de l'enseignant, soit des apprenants. Et la corrélation spatiale fait davantage état de comment c'est facile de circuler entre les pièces. Et évidemment, on sait que la couleur a un impact sur les apprentissages, la diversité des simulations également. Alors,
pour l'instant, il n'y a aucune intelligence artificielle qui a été intégrée dans ça. On va y arriver dans un moment, mais juste pour vous montrer à quel point chacune de ces composantes-là peut avoir un impact sur les apprentissages. Il y a presque 4000 élèves qui ont participé à cette étude-là dans plusieurs écoles, et il arrive généralement à une moyenne d'environ 16% des impacts de l'aménagement physique sur les apprentissages. C'est considérable. Il n'y en a pas un vraiment qui se démarque par rapport aux autres, sinon peut-être un peu l'éclairage. Mais ce sont tout cela des composantes qu'on peut agir, qui peuvent être intégrées dans une analyse des données pour faire un usage plus intelligent de la configuration et de l'état des lieux. Si on continue, et là, on quitte l'intelligence artificielle, mais évidemment, une école intelligente, ce n'est pas uniquement une école où on analyse des données. C'est aussi une école qui est conçue architecturalement de façon à ce qu'on puisse aménager les lieux pour répondre aux besoins d'une pédagogie plus active, en fonction des besoins des apprenants et des besoins des enseignants, bien sûr, mais plus l'espace est malléable, plus il est flexible, plus on sera en mesure d'adapter le lieu en fonction des besoins. Et bien sûr, un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est celui de la santé physique comme la santé mentale. Et là encore, il y a une analyse qui peut être faite des données des élèves pour faire en sorte qu'ils bougent davantage quand ils ont été sédentaires trop longtemps, quand ils ont été assis trop longtemps, et ainsi de suite. Alors, je ne fais que donner des exemples pour illustrer le potentiel, les affordances en quelque sorte de l'intelligence artificielle pour une éducation qui est plus optimale. Alors, passons à la deuxième partie de la présentation, où il s'agit maintenant de regarder pour voir comment l'intelligence artificielle peut mieux servir l'apprentissage. Alors, un des premiers modèles, c'est un modèle que je reprends souvent, mais qui, à mon avis, est capital, c'est que les nouvelles technologies ont apporté deux nouvelles dimensions à l'apprentissage. Alors ça, à mon avis, c'est fondamental, dans le sens que si on sait qu'au départ, l'apprentissage est d'abord d'ordre cognitif, l'apprentissage social occupe une sphère encore plus grande parce qu'on sait que les apprentissages dépendent de ce que nous apporte le milieu, les autres, la société. Même le livre est un véhicule, un vecteur d'information qui est social. Mais avec l'apparition des nouvelles technologies, on a vu apparaître une nouvelle théorie qui est celle du connectivisme, où on constate que le savoir aujourd'hui, il est distribué. Il est distribué dans les réseaux, il est partagé et que donc l'apprentissage consiste de plus en plus à la capacité des individus à savoir naviguer dans les réseaux pour accéder au savoir et, dans un deuxième temps, savoir déterminer la valeur relative des savoirs dans les réseaux. Alors, on voit que l'apprentissage se complexifie avec l'évolution des nouvelles technologies, ce qui nous amène à devoir repenser complètement la façon dont on enseigne et comment les gens apprennent. Alors ça, c'est la première des deux nouvelles dimensions. Il y en a une nouvelle qui s'ajoute, qui est celle du traitement des données qui est fait artificiellement sur les serveurs à l'extérieur et qu'on espère être au profit des apprenants. Alors là, c'est une grande promesse. On y arrive difficilement pour l'instant, mais force est de constater que cette science-là de l'intelligence artificielle va évoluer et qu'elle va nous permettre éventuellement de mieux utiliser l'analyse des données au profit des enseignants et des apprenants. Pour l'instant, on est au balbutiement de cette technologie-là. Il y a encore énormément de chemin à faire, mais si on regarde le progrès qu'a fait l'éducation dans l'usage des nouvelles technologies numériques depuis leur apparition,
force est de constater qu'on a beaucoup modifié nos pratiques dès lors qu'on a appris à bien utiliser les nouvelles technologies. Alors, ce sera la même chose avec l'intelligence artificielle. Il est difficile de savoir dans 10 ans où nous en serons rendus dans l'utilisation de cette technologie-là, mais de toute évidence, ça va avoir énormément évolué. Et si on continue dans 10 ans à enseigner comme nous faisons actuellement, c'est peut-être qu'on aura mal, on ne se sera pas bien penché sur l'apprivoisement de cette technologie-là à début d'apprentissage. Alors, un exemple d'utilisation de cette technologie intelligente-là au profit des apprenants. Alors, il y a sans doute que vous avez déjà vu Socrative de Google, où il s'agit, par exemple, avec son téléphone intelligent, de prendre une capture d'écran d'une équation et l'application va faire l'analyse dans toutes les ressources dont dispose l'application pour proposer des solutions, proposer des vidéos, proposer des stratégies et répondre aux besoins des apprenants. Alors déjà là, on a une première illustration tangible de comment l'intelligence artificielle peut être mise au profit de l'apprenant pour le soutenir dans ses apprentissages. On ne sait pas où la réalité mixte, la réalité augmentée, la réalité virtuelle va nous amener, mais là encore, ça va énormément progresser dans les années à venir et on va voir de plus en plus des intégrations, des applications de l'intelligence artificielle dans ces outils-là. Alors, je vous donne un exemple qui est celui vous connaissez tous Salvador Dali. Alors, il y a un musée qui a redonné vie à Salvador Dali. Et là, je veux illustrer par cette vidéo à quel point on peut dynamiser et on peut redonner vie à tous ces grands penseurs, ces grands artistes, ces grands scientifiques de notre histoire. Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, and I am back. Alors, vous voyez qu'on a réussi même à reproduire la voix même de Salvador Dali, qui est un personnage très excentrique, bien sûr, et à permettre aux gens d'interagir avec cet artiste-là dans la mesure où on est capable de reproduire son intelligence. Alors, l'intelligence artificielle, sur un plan plus théorique, elle a plusieurs potentialités. On est capable aujourd'hui de passer d'une analyse rétrospective à une analyse prospective, c'est-à-dire anticiper les apprentissages ou le cheminement des apprenants, pour les orienter et mieux les soutenir dans leurs apprentissages. Ce qui fait en sorte qu'on a déjà aujourd'hui quelques grands courants dans l'intégration de l'intelligence artificielle en éducation, notamment l'analyse de l'apprentissage, qui est un grand champ, le learning analytics, faire de l'analyse prédictive, l'apprentissage adaptatif et le soutien à l'apprentissage. Alors, j'enchaîne avec plusieurs illustrations, plusieurs exemples d'autres applications qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. Je ne m'attarderai pas sur toutes ces applications. Vous pourrez téléverser ou télécharger le diaporama à la fin de la présentation. Vous pourrez regarder ça, mais il reste que ce sont tous des domaines de l'éducation où on achoppe actuellement à bien intégrer ces fonctions-là pour tous les apprenants. D'autres exemples ici, la rétroaction automatique, l'accompagnement des élèves à risque, la consolidation des apprentissages, et j'en passe bien sûr. Il y a tout ça donc tend de plus en plus vers une personnalisation des apprentissages. Bon, là, il y a toute cette question-là de la personnalisation des apprentissages, il y a plusieurs écueils qui nous guettent. C'est très facile de tomber dans le piège d'un mauvais usage des tableaux de bord, des tableaux de progression, et d'utiliser ces tableaux de progression-là comme un outil de motivation extrinsèque
à l'apprentissage, où on compare les élèves entre eux, où on essaie de les motiver par des forces de compétition. Il y a toute une réflexion à faire. Comment il faut utiliser les données personnelles des élèves au profit de la métacognition même des élèves et non pas tomber dans les mêmes pratiques de l'école traditionnelle pour mettre les élèves en compétition les uns contre les autres. Et donc, il y a moyen aujourd'hui d'associer et de faire en sorte que la machine et les humains travaillent ensemble et non pas en opposition pour créer une sorte de cycle d'enseignement-apprentissage qui repose à la fois sur un traitement machine, mais surtout par un traitement humain des données qu'apporte l'intelligence artificielle au profit de l'éducation. Parce que les élèves n'attendront pas nécessairement après l'école. Les jeunes aujourd'hui savent déjà comment utiliser les assistants numériques sur leur smartphone pour poser des questions, trouver de l'aide, trouver des ressources et même s'entraider avec leur père. Toute la notion de la pédagogie est très facilitée par l'utilisation du numérique. Et c'est assez fascinant de voir à quelle vitesse les assistants numériques progressent et la précision de leurs réponses aux questions qui sont formulées de vive voix. Et déjà, on peut voir que de savoir parler oralement à l'intelligence artificielle, cette compétence orale-là, elle prend de plus en plus d'importance. Alors ça a beaucoup progressé et Dieu sait où on en sera dans quelques années là, avec l'amélioration de l'intelligence artificielle et surtout sachant que les jeunes posent des questions à ces assistants numériques-là qu'ils n'osent pas poser en classe. On connaît tous les difficultés et la gêne que plusieurs éprouvent dans une classe à poser une question. Plusieurs ont eu de mauvaises expériences, plusieurs craignent le jugement d'autrui. Alors, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là sur le plan de l'intelligence et de la rendre plus efficace. C'est quelque chose que je répète souvent, mais je pense que c'est là aussi très significatif de comprendre à quel point l'intelligence, l'évolution de la pédagogie peut favoriser l'apprentissage. Alors, vous connaissez Benjamin Bloom pour sa taxonomie. Il y a peu de gens qui connaissent son son analyse qu'il a faite de la réussite scolaire, qu'il a appelé son problème Sigma 2, où il a analysé des résultats de réussite scolaire et on connaît bien la cloche assez étendue, la cloche classique d'une classe conventionnelle où l'écart est très grand entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. Bloom a voulu faire mieux. Il a regardé du côté de l'apprentissage par maîtrise. Et l'apprentissage par maîtrise, c'est un enseignement qui s'assure que chaque élève ait bien maîtrisé une connaissance avant de passer à l'étape suivante. Alors, plutôt que de faire en sorte que tout le monde suive le même parcours, c'est d'avoir des parcours différents en fonction de la maîtrise de la matière. Et déjà, il a réussi à réduire l'écart entre les plus forts et les plus faibles. Mais Bloom voulait aller voir plus loin, et c'était avant l'apparition de toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui, et il a mesuré l'efficacité du tutorat, 1 pour 1, d'assigner un tuteur à chaque élève. Et là, il a fait un constat formidable, il a constaté que tous les élèves réussissaient ou presque. Et il a appelé ça son problème Sigma 2 pour la bonne raison qu'il voyait bien que le réseau de l'éducation n'avait pas les ressources tant financières que humaines pour assigner un tuteur à chaque apprenant. Mais on voit très bien qu'avec l'intégration
et l'accompagnement par les nouvelles technologies, voire même l'intelligence artificielle, on pourra en venir éventuellement, si c'est bien fait, à assigner une sorte de soutien pédagogique à chacun des apprenants. Et c'est la même chose pour les enseignants. Si on regarde la diversité des tâches d'un enseignant, ici, les chiffres ici ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est de constater la diversité de la tâche d'un enseignant et de voir que pour quasiment l'ensemble de ces tâches-là, il est possible d'assister l'enseignant et de le libérer d'une partie de tâches fastidieuses qui peuvent être faites, qui peuvent être automatisées de manière à mieux accompagner l'apprenant et lui permettre d'accorder plus de temps aux apprenants et de diversifier sa tâche en fonction des apprenants. Parce que est-ce que la robotique va remplacer les enseignants? On ne le sait pas. Il y en a qui prétendent que oui, notamment à cause de la pénurie d'enseignants et du fait que la profession enseignante est de moins en moins attrayante pour beaucoup de jeunes. Alors, éventuellement, on n'aura peut-être pas d'autre choix que de se tourner vers des formules plus automatisées. Alors, c'est pas surprenant dans ce contexte-là qu'on voit que le monde de l'éducation commence à s'intéresser de plus en plus à l'intelligence artificielle. C'est rassurant de voir qu'il y a presque personne qui n'a pas d'intérêt pour l'intelligence artificielle aujourd'hui. Par contre, on constate qu'il y a très peu de projets qui soient entièrement déployés dans les institutions. Et vous constaterez aussi que les compagnies de services et que les EdTech sont beaucoup plus avancées que le monde de l'éducation dans l'intégration des projets. Alors, ça pose la question à savoir, est-ce qu'il faut confier aux compagnies de services et à l'EdTech l'expertise de l'intelligence artificielle? Ce serait dommage que toute l'expertise repose uniquement de ce côté-là. Si on veut bien utiliser les technologies, l'intelligence artificielle, il faut que le milieu de l'enseignement lui-même se fasse une tête et s'approprie l'expertise nécessaire pour le faire évoluer. L'autre, parmi les problèmes qu'on constate actuellement, c'est l'usage qui est fait de l'intelligence artificielle pour l'analyse des émotions. On constate de plus en plus que c'est semé d'embûches, cette technologie-là, et qu'on réussit difficilement à bien mesurer les émotions. L'autre problème, c'est l'usage de l'intelligence artificielle pour surveiller les élèves à des fins d'apprentissage, comme on voit en Chine actuellement. Et il n'y a personne, je crois, qui voudrait en arriver là, où on peut facilement entrevoir les possibilités ou les risques de conditionnement des élèves en fonction d'une analyse des émotions, d'une analyse et d'une surveillance continue des données des élèves. Parce que les données des élèves, c'est un énorme problème aujourd'hui. On en parle énormément et Dieu merci. Et quand je vois les données des élèves qu'on emmagasine et qu'on donne à Facebook, qu'on donne à Google aujourd'hui, sans trop savoir quels usages en sont faits, on a de sérieuses questions à se poser. Alors, pour terminer, donc, je pense qu'on a à multiplier et à diversifier nos formes de littératie. Il y a des littératies qu'il faut développer qui sont très importantes avec l'avènement de l'intelligence artificielle, notamment une littératie du futur. Et la littératie du futur, ce n'est pas uniquement pour anticiper le futur, c'est de façonner le futur, c'est de pouvoir agir sur ce qu'on entend doit être le futur de l'éducation, mais aussi de l'espèce humaine. La question de l'artificialité. Il est important de savoir distinguer ce qui est artificiel de ce qui est une communication ou une information qui est de source humaine, et ainsi de suite par rapport à la littératie des données. Donc, je termine sur cette diapo-là, c'est-à-dire qu'on a à trouver une façon, donc, d'intégrer et d'équilibrer l'apport de l'homme et de la machine, donc, et de créer en quelque sorte un homme qui est augmenté
par les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle. Et déjà, sur le plan cognitif, on voit qu'il y a un tas de choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. L'intelligence humaine reste extrêmement puissante. Et sur le plan des habiletés sociales et des habiletés de l'intelligence émotionnelle, là encore, nous avons des capacités que la machine va avoir de la difficulté à reproduire. Alors donc, je crois sincèrement que éventuellement, la déficience intellectuelle pourrait être la privation d'une intelligence étendue. Si on ne réussit pas à bien maîtriser et à bien intégrer ce que l'intelligence artificielle, qui est une intelligence différente de la nôtre, mais qui peut être complémentaire de la nôtre, comment elle peut mieux servir l'espèce humaine et les individus comme tels. Alors voilà, il reste 4 minutes. S'il y en a qui ont des questions ou des interventions, ça me ferait plaisir de les partager. Il me reste voilà, je laisse la diapo là, si vous voulez téléverser ou télécharger pas téléverser, mais télécharger le contenu du diapo.